Le soir même, comme Robineau rentrait chez lui, il reçut une lettre de la direction, l'avertissant en 4 lignes que, pour des raisons d'ordre intérieur, elle se voyait forcée de renoncer à ses services. Il était depuis 7 ans dans la maison. L'après-midi encore, il avait causé avec ces messieurs. Ce fut un coup de massue. Hutin et Favier chantaient victoire à la soie, aussi bruyamment que Marguerite et Clara triomphaient aux confections. Bon débarras. Seul quand ils se rencontraient à travers la cohue des rayons, Deloche et Pauline échangeaient des mots navrés, regrettant Denise, si douce et si honnête. « Oh, disait le jeune homme, si elle réussissait jamais autre part, je voudrais qu'elle rentrât ici pour leur mettre le pied sur la gorge à toutes ces pas grand-chose. » Et ce fut Bourdoncle qui, dans cette affaire, supporta le choc violent de Mouret. Lorsque ce dernier apprit le renvoi de Denise, il entra dans une grande irritation. D'habitude, il s'occupait fort peu du personnel, mais il affecta cette fois de voir là un empiètement de pouvoir, une tentative d'échapper à son autorité. Est-ce qu'il n'était plus le maître par hasard, pour qu'on se permît de donner des ordres? Mais tout devait lui passer sous les yeux, absolument tout. Et il briserait comme une paille quiconque résisterait. Puis quand il eut fait une enquête personnelle, dans un tourment nerveux qu'il ne pouvait cacher, il se fâcha à nouveau. Elle ne mentait pas, cette pauvre fille, c'était bien son frère. Campion l'avait parfaitement reconnue, alors pourquoi la renvoyer? Un instant, Denise était restée étourdie sur le pavé, dans le soleil encore brûlant de 5 heures. Juillet chauffait les ruisseaux. Paris avait sa lumière crieuse d'été aux aveuglantes réverbérations. Et la catastrophe venait d'être si brusque, on l'avait poussée dehors si rudement, qu'elle retournait au fond de sa poche ses 25 francs 70 d'une main machinale, en se demandant où aller et que faire. Elle traversa la place Gaillon comme si elle avait voulu gagner la rue Louis-le-Grand, puis elle se ravisa, descendit vers la rue Saint-Roch, mais elle n'avait toujours aucun projet, car elle s'arrêta à l'angle de la rue Neuve des Petits Champs, qu'elle finit par suivre, après avoir regardé autour d'elle d'un air indécis. Le passage Choiseul s'étant présenté, elle y entra, se trouva rue Monsigny, sans savoir comment, retomba dans la rue Neuve-Saint-Augustin. Un grand bourdonnement emplissait sa tête, l'idée de sa malle lui revint à la vue d'un commissionnaire, mais chez qui la faire porter? Et pourquoi toute cette peine, lorsque, 1 heure plus tôt, elle avait encore un lit où coucher le soir? Alors, les yeux levés sur les maisons, elle se mit à examiner les fenêtres. Des écriteaux défilaient. Elle les voyait confusément, sans cesse reprises par le branle intérieur qui l'agitait tout entière. Était-ce possible? Seule, d'une minute à l'autre, perdue dans cette grande ville inconnue, sans appui, sans ressources. Il fallait manger et dormir, cependant. Les rues se succédaient. La rue des Moulins, la rue Sainte-Anne. Elle battait le quartier, tournant sur elle-même, ramenée toujours au seul carrefour qu'elle connaissait bien. Brusquement, elle demeura stupéfaite. Elle était de nouveau devant le Bonheur des Dames, et pour échapper à cette obsession, elle se jeta dans la rue de la Michaudière. Heureusement, Baudu n'était pas sur sa porte. Le vieil Elbeuf semblait mort. Derrière ses vitrines noires, jamais elle n'aurait osé se présenter chez son oncle, car il affectait de ne plus la reconnaître, et elle ne voulut point tomber à sa charge, dans le malheur qu'il lui avait prédit. Mais de l'autre côté de la rue, un écriteau l'arrêta. Chambre garnie à louer. C'était le premier qui ne lui faisait pas peur, tellement la maison paraissait pauvre. Et puis elle reconnut, avec ses 2 étages bas, sa façade couleur de rouille, étranglée entre le Bonheur des Dames et l'ancien hôtel du Billard. Au seuil de la boutique de parapluie, le vieux Bourras, chevelu et barbu comme un prophète, des besicles sur le nez, étudiait l'ivoire d'une pomme de canne. Locataire de toute la maison, il sous-louait en garni les 2 étages pour diminuer son loyer. « Vous avez une chambre, monsieur ?» demanda Denise, obéissant à une poussée instinctive. Il leva ses gros yeux embroussaillés, resta surpris de la voir, et il répondit, après avoir regardé sa petite robe propre. « Ça ne fait pas pour vous. »« Combien donc ?» reprit Denise. « 15 francs par mois. » Alors elle voulut visiter. Dans l'étroite boutique, comme il la dévisageait toujours de son air étonné, elle dit son départ du magasin et son désir de ne pas gêner son oncle. Le vieillard finit par aller chercher une clé sur une planche de l'arrière-boutique. Une pièce obscure,
où il faisait sa cuisine et où il couchait. Au-delà, derrière un vitrage poussiéreux, on apercevait le jour verdâtre d'une cour intérieure. « Je passe devant pour que vous ne tombiez pas, » dit Bourras, dans l'allée humide qui longeait la boutique. Il buta contre une marche, il monta en multipliant les avertissements. « Attention !» La rampe était contre la muraille. Il y avait un trou au tournant. Parfois, les locataires laissaient leur boîte à ordures. « Et si encore l'une de ces deux chambres était libre, » reprit Bourras, « vous y seriez bien, mais elles sont toujours occupées par des dames. » Quand Bourras eut ouverte sa pièce, il dut rester sur le palier pour que Denise pût la visiter à l'aise. Le lit, dans l'angle de la porte, laissait tout juste le passage d'une personne. Au bout, il y avait une petite commode de noyer, une table de sapin noirci et 2 chaises. Les locataires qui faisaient un peu de cuisine s'agenouillaient devant la cheminée. « Mon Dieu, » dit le vieillard, « ce n'est pas riche, mais la fenêtre est gaie, on voit du monde dans la rue. » Et comme Denise regardait avec surprise l'angle du plafond au-dessus du lit où une dame de passage avait écrit son nom, Ernestine, en promenant la flamme d'une chandelle, il ajouta d'un air bonhomme, « Si on réparait, on ne joindrait jamais les 2 bouts. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai. »« Je serai très bien, » déclara la jeune fille. Elle paya 1 mois d'avance, demanda le linge, une paire de draps, et fit son lit sans attendre, heureuse, soulagée de savoir où coucher le soir. 1 heure plus tard, elle avait envoyé un commissionnaire chercher sa malle, et elle était installée. Ce furent d'abord 2 mois de terrible gêne. Ne pouvant plus payer la pension de Pépé, elle l'avait repris et le couchait sur une vieille bergère prêtée par Bourras. Il lui fallait strictement 30 sous chaque jour, le loyer compris, en consentant à vivre elle-même de pain sec, pour donner un peu de viande à l'enfant. La première quinzaine encore, les choses marchèrent, mais ensuite son dénuement devint complet. Elle eut beau se présenter dans les magasins, à la place Clichy, au Bon Marché, au Louvre. La morte saison arrêtait partout les affaires. Alors elle tâcha de se procurer de petits travaux. Seulement, dans son ignorance de Paris, elle ne savait où frapper, accepter des besognes ingrates, ne touchait même pas toujours son argent. Certains soirs, elle faisait dîner Pépé tout seul d'une soupe, en lui disant qu'elle avait mangé dehors, et elle se mettait au lit, la tête bourdonnante, nourrie par la fièvre qui lui brûlait les mains. Lorsque Jean tombait au milieu de cette pauvreté, il se traitait de scélérat, avec une telle violence de désespoir qu'elle était obligée de mentir. Souvent, elle trouvait encore le moyen de lui glisser une pièce de 40 sous pour lui prouver qu'elle avait des économies. Jamais elle ne pleurait devant les enfants. Les dimanches, où elle pouvait faire cuire un morceau de veau dans la cheminée, à genoux, l'étroite pièce retentissait d'une gaieté de gamins insoucieux de l'existence. Et puis Jean, retourné chez son patron, Pépé endormi, elle passait une nuit affreuse, dans l'angoisse du lendemain. D'autres craintes la tenaient éveillée. Ces 2 dames du premier recevaient des visites très tard. Et parfois un homme se trompait, montait et donnait des coups de poing dans sa porte. Bourras lui en dit tranquillement de ne pas répondre. Elle s'enfonçait la tête sous l'oreiller pour échapper aux jurons. Et puis son voisin, le boulanger, avait voulu rire. Celui-là ne rentrait que le matin, la guettait quand elle allait chercher son eau. Il faisait même des trous dans la cloison, la regardait se débarbouiller, ce qui la forçait à pendre ses vêtements le long du mur. Un soir, Denise n'avait pas même de pain pour la soupe de Pépé, lorsqu'un monsieur décoré s'était mis à la suivre. Devant l'allée, il devint brutal, et ce fut dans une révolte de dégoût qu'elle lui jeta la porte au visage. Et puis en haut, elle s'assit, les mains tremblantes. Le petit dormait. Que répondrait-elle s'il s'éveillait et s'il demandait à manger ? Cependant, elle n'aurait eu qu'à consentir, et sa misère finirait. Elle aurait de l'argent, des robes, une belle robe. Ce serait facile. On disait que tout en arrivait là, puisque une femme à Paris ne pouvait vivre de son travail. Mais un soulèvement de son être protestait, sans indignation contre les autres, répugnant simplement aux choses salissantes et déraisonnables. Elle se faisait de la vie une idée de logique, de sagesse et de courage. Elle songeait encore à Hutin, pleine de malaise. Chaque jour, elle le voyait passer sous sa fenêtre. Maintenant, il était second. Il marchait seul au milieu du respect des simples vendeurs. Jamais il ne levait la tête. Elle croyait souffrir de la vanité de ce garçon, le suivait des yeux sans crainte d'être surprise, et, dès qu'elle apercevait Mouret, qui passait également tous les soirs, un tremblement l'agitait. Elle se cachait vite, la gorge battante. Il n'avait pas besoin d'apprendre où elle logeait. Et puis, elle était honteuse de la maison, elle souffrait de ce qu'il pouvait penser d'elle, bien qu'ils ne dussent jamais plus se rencontrer. D'ailleurs, Denise vivait toujours dans le branle du bonheur des dames,
Un simple mur séparait sa chambre de son ancien rayon. Et dès le matin, elle recommençait ses journées. Elle sentait monter la foule avec le ronflement plus large de la vente. Les moindres bruits ébranlaient la vieille masure collée au flanc du colosse. 2 fois elle s'était trouvée en face de Pauline qui lui avait offert ses services, désolée de la savoir malheureuse. Même il lui avait fallu mentir pour éviter de recevoir son amie ou d'aller lui rendre visite un dimanche chez Baugé. Mais elle se défendait plus difficilement contre l'affection désespérée de Deloche. Il la guettait, n'ignorait aucun de ses soucis, l'attendait sous les portes. Un soir, il avait voulu lui prêter 30 francs, les économies d'un frère, disait-il, très rouge. Et ces rencontres la ramenaient au continuel regret du magasin. L'occupée de la vie intérieure qu'on y menait, personne ne montait chez Denise. Une après-midi, elle fut surprise d'entendre frapper. C'était Colomban. Elle le reçut debout. Lui, très gêné, balbutia d'abord, demanda de ses nouvelles, parla du vieil Aillebeuf. Peut-être l'oncle Baudu l'envoyait-il, regrettant sa rigueur, car il continuait à ne pas saluer sa nièce, bien qu'il ne pût ignorer la misère où elle se trouvait. Mais quand elle le questionna nettement, celui-ci parut plus embarrassé. Oh non, non, c'était pas le patron qui l'envoyait, et il finit par nommer Clara. Il voulait simplement causer de Clara. Peu à peu, il s'enhardissait, demandait des conseils dans l'idée que Denise pouvait lui être utile auprès de son ancienne camarade. Vainement, elle le désespéra en lui reprochant de faire souffrir Geneviève pour une fille sans cœur. Il remonta un autre jour, il prit l'habitude de venir voir. Cela suffisait à son amour timide, sans cesse il recommençait la même conversation, malgré lui, tremblant de la joie d'être avec une femme qui avait approché Clara. Et Denise alors vécut davantage au bonheur des dames. Ce fut vers les derniers jours de septembre que la jeune fille connut la misère noire. Pépé était tombé malade, un gros rhume inquiétant. Il aurait fallu le nourrir de bouillon et elle n'avait pas même de pain. Un soir, que vaincue, elle sanglotait dans une de ces débâcles sombres qui jettent les filles au ruisseau ou à la Seine. Le vieux Bourras frappa doucement. Il apportait un pain et une boîte à lait pleine de bouillon. « Tenez, voilà, c'est pour le petit, dit-il de son air brusque. Ne pleurez pas si fort, ça dérange mes locataires. » Et comme elle le remerciait dans une nouvelle crise de larmes, « Taisez-vous donc, demain, venez me parler, j'ai du travail pour vous. » Bourras, depuis le coup terrible que le bonheur des dames lui avait porté en créant un rayon de parapluie et d'ombrelles, n'employait plus d'ouvrières. Il faisait tout lui-même pour diminuer ses frais. Sa clientèle du reste diminuait. Aussi dut-il inventer de la besogne le lendemain, lorsqu'il installa Denise dans un coin de sa boutique. Il ne pouvait pas laisser mourir le monde chez lui. « Vous aurez 40 sous par jour, dit-il. Quand vous trouverez mieux, vous me lâcherez. » Denise tremblait quand il lui criait furieusement. « L'art est fichu, entendez-vous? Il n'y a plus un manche propre. On fait des bâtons, mais des manches, c'est fini. » C'était son orgueil d'artiste. Pas un ouvrier à Paris n'était capable d'établir un manche pareil au sien, léger et solide et sculpté. Un tas d'ignorants, ils se contentent de coller de la soie sur des baleines. Denise enfin se rassura. Il avait voulu que Pépé descendît jouer dans la boutique, car il adorait les enfants. Elle, au fond de son coin faisant des raccommodages, lui devant la vitrine creusant le bois à l'aide de son canif. Mais quand il faisait la conversation, cela retombait toujours sur le bonheur des dames. Il expliquait sans se lasser où en était son terrible duel. Depuis 1845, il occupait la maison, pour laquelle il avait un bail de 30 années. Il n'avait pas de frais, il pouvait tenir longtemps encore. À l'entendre, sa victoire ne faisait pas un doute. Il mangerait le monstre. Et brusquement, il s'interrompit. « Est-ce qu'ils en ont des têtes de chiens sculptées comme ça ?» Et il clignait des yeux derrière ses lunettes pour juger sa tête de dogue. La lèvre retroussée, les crocs dehors, dans un grognement plein de vie. Pépé, en extase devant le chien, se soulevait, appuyait des 2 petits bras sur les genoux du vieux. « Pourvu que je joigne les 2 bouts, je me moque du reste. Et vous voyez, je suis décidé à y laisser ma peau, plutôt que de céder. » Il brandissait son outil, ses cheveux blancs s'envolaient sous un vent de colère. « Cependant, risquait doucement Denise, sans lever les yeux de son aiguille, si on vous offrait une somme raisonnable, ce serait plus sage d'accepter. » « Ah, jamais. La tête sous le couteau, je dirais non. J'ai encore 10 ans de bail. Ils n'auront pas ma maison avant 10 ans. 2 fois déjà, ils sont venus pour m'entortiller. Ils m'offraient 12 000 francs. »« C'est beau, reprenait Denise, vous pourriez aller vous établir plus loin. Et s'ils achetaient la maison ?» Bourras terminait la langue de son dogue, s'absorbait une minute, et puis, avec un rire d'enfant vaguement épandu sur sa face neigeuse de père éternel,
La maison, pas de danger. Ils parlaient de l'acheter l'année dernière, ils ont donné 80 000 francs, le double de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Mais le propriétaire, un ancien fruitier, un gredin comme eux, a voulu les faire chanter. Et d'ailleurs, ils se méfient de moi, ils savent bien que je céderai encore moins. Non, non, j'y suis, j'y reste. Denise n'osait plus souffler. Les entendez-vous? Le grondement encore à côté, c'est ça qui m'exaspère le plus. Parole d'honneur. Sa petite main tremblait. Toute la boutique était secouée. Il passait ses après-midi sans un client dans la trépidation de la foule qui s'écrasait au bonheur des dames. C'était un sujet d'éternel rabâchage. Encore une bonne journée, on tapait derrière le mur. La soirée avait dû faire 10 000 francs. Ou bien, il se gaudissait, le mur était resté froid, un coup de pluie avait tué la recette. Et les moindres rumeurs, les souffles les plus faibles, lui fournissaient ainsi des commentaires sans fin. « Tenez, on a glissé, ah ça! S'ils pouvaient tous se casser les reins, ah ma chère, ce sont des dames qui se disputent, ben, tant mieux, tant mieux. » Il ne fallait pas que Denise discutât ses explications, car il rappelait alors amèrement la manière indigne dont on l'avait congédiée. Et puis elle devait lui conter pour la 100e fois son passage aux confections, les souffrances du début, les petites chambres malsaines, la mauvaise nourriture, la continuelle bataille des vendeurs. Et tous deux, du matin au soir, ne parlaient ainsi que du magasin, le buvaient à chaque heure dans l'air même qu'ils respiraient. Denise maintenant avait du pain tous les jours. Elle en gardait une vive gratitude au vieux marchand dont elle sentait le bon cœur. Son vif désir était cependant de trouver ailleurs du travail, car elle le voyait inventer de petites besognes. Elle comprenait qu'il n'avait pas besoin d'une ouvrière. 6 mois s'étaient passés, on venait de retomber dans la morte saison d'hiver. Un soir de janvier, Deloche, qui la guettait sous une porte, lui donna un conseil. Pourquoi n'allait-elle pas se présenter chez Robineau? On avait peut-être besoin de monde. En septembre, Robineau s'était décidé à acheter le fonds de Vinsart. Depuis sa brouille avec le bonheur des dames, ce dernier rêvait de susciter au colosse des concurrences. Il croyait la victoire certaine. Si l'on créait dans le voisinage plusieurs spécialités où les clientes trouveraient un choix très varié d'articles. Lorsque Denise se présenta, elle trouva Madame Robineau seule. Fille d'un piqueur des ponts et chaussées, absolument ignorante des choses du commerce, celle-ci avait encore la gaucherie charmante d'une pensionnaire élevée dans un couvent de Blois. Comme Denise allait laisser son nom, Robineau entra, et il la prit sur le champ, l'une de ses vendeuses l'ayant brusquement quitté la veille pour entrer au bonheur des dames. « Enfin, avec vous, je serai tranquille, car vous êtes comme moi. Vous ne devez guère les aimer. Venez demain. » Le soir, Denise fut embarrassée pour annoncer à Bourras qu'elle le quittait. Il la traita en effet d'ingrate, s'emporta. Et puis, lorsqu'elle se défendit, les larmes aux yeux, en lui faisant entendre qu'elle n'était pas dupe de ses charités, il s'attendrit à son tour. Bégaya qu'il avait beaucoup de travaux, qu'elle l'abandonnait juste au moment où il allait lancer un parapluie de son invention. « Et Pépé ?» demanda-t-il. L'enfant, c'était le grand souci de Denise. Elle n'osait le remettre chez Madame Gras, et elle ne pouvait pourtant pas le laisser seul dans sa chambre, enfermé du matin au soir. « C'est bon, je le garderai, » reprit le vieux. « Il est bien dans ma boutique. Nous ferons la cuisine ensemble. » Et comme elle refusait, craignant de le gêner, « Le tonnerre de Dieu, vous vous méfiez de moi, mais je ne le mangerai pas, votre enfant. » Denise fut plus heureuse chez Robineau. Il la payait peu, mais elle était traitée avec beaucoup de douceur, surtout par Madame Robineau, toujours souriante à son comptoir. Lui, nerveux, tourmenté, avait parfois des brusqueries. Au bout d'un mois, Denise faisait partie de la famille, ainsi que l'autre vendeuse, une petite femme poitrinaire et silencieuse. On ne se gênait plus devant elle, on causait des affaires à table, dans l'arrière-boutique qui donnait sur une grande cour. Et ce fut là qu'un soir, on décida l'entrée en campagne contre le bonheur des dames. Gaujean était venu dîner. Dès le rôti, un gigot bourgeois, il avait abordé la question de sa voix blanche de Lyonnais épaissie par les brouillards du Rhône. « Ça devient impossible, répétait-il. Comment voulez-vous que nous, avec notre outillage plus restreint et surtout avec nos façonniers, nous puissions soutenir la lutte ?» Robineau, rêveur, oubliait de manger. « J'ai calculé qu'il y a une baisse de 15% au moins sur leurs articles de catalogue. C'est ce qui tue le petit commerce. » Il était dans une heure de découragement. Sa femme, inquiète, le regardait d'un air tendre. « Mais pourquoi les fabricants ne s'entendent-ils pas ensemble ?» reprit violemment Robineau. « Ils leur feraient la loi au lieu de la subir. » Gaujean, qui avait redemandé une tranche de gigot, mâchait avec lenteur. « Ah, pourquoi Il faut que les métiers travaillent, je vous l'ai dit. » Denise écoutait en silence. Elle était secrètement pour les grands magasins, dans son amour instinctif de la logique de la vie. On se taisait, on mangeait des haricots verts de conserve, et elle finit par se risquer à dire, d'un air gai, « Le public ne se plaint pas, lui. »
Madame Robineau ne put retenir un léger rire qui mécontenta son mari et Gaujean. Sans doute, le client était satisfait, puisque, en fin de compte, c'était le client qui bénéficiait de la baisse des prix. Seulement, il fallait bien que chacun vécût. Où irait-on si, sous le prétexte du bonheur général, on engraissait le consommateur au détriment du producteur? Et une discussion s'engagea. Denise affectait de plaisanter tout en apportant des arguments solides. Les intermédiaires disparaissaient, agents de fabrique, représentants, commissionnaires, ce qui entrait pour beaucoup dans le bon marché. Enfin, il y avait là une évolution naturelle du commerce. On n'empêcherait pas les choses d'aller comme elles devaient aller, quand tout le monde y travaillait bon gré mal gré. « Alors, vous êtes pour ceux qui vous ont flanqué à la rue ?» demanda Gaujean. Denise devint très rouge. Elle restait surprise elle-même de la vivacité de sa défense. Qu'avait-elle au cœur pour qu'une flamme pareille lui fût montée dans sa poitrine? « Mon Dieu, non, répondit-elle. J'ai tort peut-être, parce que vous êtes plus compétent. Seulement, je dis ma pensée. Les prix, au lieu d'être faits comme autrefois par une cinquantaine de maisons, sont faits aujourd'hui par 4 ou 5 qui les ont baissés grâce à la puissance de leurs capitaux et à la force de leur clientèle. Tant mieux pour le public, voilà tout. » Robineau ne se fâcha pas. Il était devenu grave. Il regardait la nappe. Souvent, il avait senti ce souffle du commerce nouveau. Il se demandait aux heures de visionnette pourquoi vouloir résister. Denise était retombée modestement dans son silence. « Voyons, reprit Gaujean pour couper court, tout ça c'est des théories. Parlons de notre affaire. » Il prit des confitures, les mangea à la cuillère avec la gourmandise inconsciente d'un gros homme adorant le sucre. « Voilà, il faut que vous battiez en brèche leur Paris Bonheur, qui a fait leur succès cette année. Je me suis entendu avec plusieurs de mes confrères de Lyon. Je vous apporte une offre exceptionnelle, une soie noire que vous pourrez vendre à 5 francs 50. Eux, ils vendent la leur à 5 francs 60, n'est-ce pas? Eh bien, ça fera 2 sous de moins. Ça suffit, vous les coulerez. » La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne